Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo intitulée Enquête sur Coma Kombucha. Avant de commencer, je vous présente Olivia qui est mon amie ainsi que moi-même Mia qui sommes des étudiantes en éco-design. Cette vidéo, c'est pour faire un exercice dans le cadre du cours de communication et d'enjeux. Nous allons suivre le cycle de vie d'un produit, mais entre nous, avant le kombucha, nous avions une autre piste qui malheureusement ne s'est pas bien déroulée. Finalement, on vient de finir la vidéoconférence avec l'entreprise et nous allons partir sur autre chose parce que la vidéoconférence n'a pas vraiment duré longtemps. On avait préparé des questions, mais même à travers les mails, ils nous avaient fait comprendre qu'ils n'avaient pas beaucoup de choses à nous dire, qu'ils n'avaient pas beaucoup de choses à nous montrer non plus et que ils n'étaient pas très chauds pour la suite, que ce soit filmer des images ou... Du coup, nous allons partir sur une autre entreprise que nous avons rencontrés lors du salon de l'entrepreneuriat et qui, eux, avaient l'air plus motivés à parler de leur expérience, de leur entreprise en général. Et du coup, on va partir là-dessus. C'est tout pour aujourd'hui. C'est vrai qu'on avait une petite mine ce jour-là, mais bon, ça n'a pas duré parce qu'après avoir persévéré et envoyé plusieurs mails, on a eu une réponse positive de Coma Kombucha et on était super contentes. Alors, après avoir décidé d'une date de rendez-vous et préparé de bonnes questions avec l'aide de Madame Twis, on était prête à rendre visite aux créateurs de cette marque et ils nous ont d'ailleurs super bien accueillis. Il nous explique, puisque là on sera dans le garage de production, donc ce serait bien que il nous fasse un tour où il explique chaque étape de comment il fait. Bienvenue chez Coma. Bonjour à tous, moi c'est Florian. Et moi c'est Victor. Et bienvenue chez Coma, dans notre micro-brasserie. La première question que j'avais notée, c'était lorsque vous avez créé l'entreprise, est-ce que vous aviez une démarche prédéfinie ou pas du tout ? Marche prédéfinie, c'est-à-dire dans une démarche prédéfinie. Est-ce que vous aviez un business plan, vous avez déjà réfléchi à toutes les étapes pour avoir une entreprise fonctionnelle ou c'était vraiment... Alors, un business plan, évidemment, on avait parlé du projet, on savait... Ici, on s'est lancé à Charleroi Entreprendre, qui nous a quand même bien guidé vers quoi on veut se diriger. Au départ, on voulait faire un kombucha classique. Après, on a vu que le marché était un peu inondé, avec beaucoup de grosses marques qui sont déjà très présentes sur le... Et encore plus maintenant. Et encore plus maintenant, le Ciao Kombucha, tout le monde le connaît. Et du coup, on a décidé de partir sur un nouveau marché, le marché du kombucha mais alcoolisé, qui en Belgique n'existe pas encore. On serait les premiers. Et du coup, voilà, suite à ça, quand on avait décidé de ce qu'on allait faire, on a décidé de créer un business plan. On a nos objectifs, certaines rentrées, mais après, on avait déjà décidé du budget, un certain montant, mais qui après a explosé parce qu'on a plein de surprises. Mais on n'avait pas vraiment un plan prédéfini vu que du coup on est étudiant entrepreneur, on n'a pas déjà créé une entreprise, c'est nos premiers pas. Donc on n'avait pas de plan, on allait un peu à l'inconnu, d'où le fait d'avoir été chez Charleroi Entreprendre un incubateur, parce qu'on en avait un peu... On savait qu'on voulait créer un projet, mais on ne savait pas comment. On avait une idée, mais elle n'était pas encore aussi définie et aboutie maintenant. Donc on n'avait pas point A faire ça, point B, on a un peu été à l'inconnu, et encore maintenant on apprend des choses, on découvre des choses, des chouettes surprises, des moins chouettes. Donc c'est un peu des tests, et des fois on fait des erreurs, des fois on fait pas, mais ouais, on n'a pas vraiment un plan et on suit le plan A à Z. On a un plan, mais il faut toujours, de semaine en semaine, de mois en mois, il faut le revoir, il faut qu'il évolue comme notre produit et comme notre marque. Ah, ok, et on voudrait savoir comment ça se passe la fabrication d'une boisson, parce que du coup c'est pas comme un textile ou un objet qui est fini. Comment est-ce que ça se passe ? Le kombucha en lui-même, juste le kombucha spécialement. Ça, Victor, t'étais plus le professionnel. Mais du coup, pour la boisson, je m'étais déjà fait la main du coup avant, parce que je produisais du kombucha pour moi. Et donc ça, c'est comme tout le monde peut le faire. Je faisais mon petit thé, j'avais déjà une mère de kombucha, du coup le SCOBY, qui permet de faire du kombucha. Donc je faisais déjà ça pour moi. Mais comment passer à l'étape de vendre et tout, on a d'abord faire pas mal de tests, de savoir ce qu'on voulait faire et tout, et tester différents ingrédients, différentes concentrations, et ça
Ça nous a mis plusieurs mois, presque un peu moins d'un an. Et encore maintenant, on modifie des petits trucs pour trouver la boisson parfaite. Mais c'est beaucoup de tests. Et c'est pour ça que si on regarde un peu à gauche à droite, il y a plein de seaux. C'est que je pense que j'avais une dizaine de seaux avec une recette différente, avec, je sais pas, un ingrédient qui changeait là, un truc plus concentré. Donc c'est beaucoup de tests, que ce soit au niveau du goût, de l'aspect, de la couleur. Donc il y a pas mal de tests et ouais, il faut tester. Et vous avez déjà des fournisseurs du coup pour tout ce qui est des ingrédients? J'avoue, je sais pas du tout, il n'y a pas dans le kombucha. Dans le kombucha, il y a du sucre, du thé, de l'eau. Et du coup, le SCOBY, c'est des levures et des bactéries. Donc c'est que ça. Nous, pour l'instant, on rajoute aussi des arômes naturels. Mais le but, ce serait d'utiliser uniquement des fruits. Mais vu qu'on est sur des petites productions, c'est pas rentable pour l'instant. Donc plus on va produire, plus la proportion en fruits va augmenter. Et plus la proportion en arômes va diminuer. C'est l'objectif. Mais pour l'instant, on n'a pas de gros fournisseurs. On est encore toujours sur des petits volumes. On achète en petite quantité, donc on n'a pas vraiment de fournisseurs continus. Le sucre et le thé viennent de grandes surfaces. Ouais. L'eau, c'est l'eau qu'on utilise ici. Et les arômes, ça vient d'une petite entreprise en France. Et c'est quoi comme arôme? C'est des arômes naturels. Des arômes de naturels. fruits concentrés. Ici, on décline le kombucha en 4 goûts. Du coup, on garde le goût naturel. On a le goût pêche, le goût citron, mais en fait c'est citron vert, c'est lemon, et le goût framboise. Moi aussi, ça nous évite, parce que déjà en tant que concevoir la recette, ça nous évite de rajouter des fruits, parce que c'est plus compliqué, parce que un fruit n'a pas la même concentration en sucre. C'est encore plus complexe, et déjà quand on doit créer le produit de A à Z, ça nous retire aussi des petites erreurs ou des petites surprises qu'on pourrait avoir, ou d'autres tests à faire en plus. Ok, purée, ça a l'air hyper technique en fait, au niveau des dosages et tout, faut réfléchir à plein de choses. Ouais, surtout que c'est du vivant, vu que c'est de la fermentation, c'est quelque chose qui peut varier et il faut toujours un peu contrôler et vérifier que le processus se passe bien et savoir que si j'ai ça, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'est compliqué de travailler avec un produit qui n'est pas stable et essayer de le rendre le plus stable possible pour retrouver le même goût, parce que quand tu achètes une boisson, tu as un goût en tête. Tu ne peux pas avoir un truc complètement différent et surtout tu veux un truc qui reste le plus longtemps dans le temps, qui reste la même chose. Et vous pouvez expliquer le processus, donc tout. Alors comment vous le formez le kombucha? Ici il faut savoir qu'on on fait tout de A à Z, que ça soit on fait notre propre SCOBY, enfin on le génère nous-mêmes, c'est bien ça, on le garde nous-mêmes. On produit tout ici dans le garage, enfin microbrasserie. Avant c'était un garage qu'on a transformé en microbrasserie. On fait aussi la mise en canette, tout nous-mêmes. Pour le processus, si tu veux plus développer. Mais du coup on commence par la base, c'est le kombucha, du coup du thé fermenté, du thé sucré fermenté. On le fait fermenter pendant plusieurs jours. Une fois qu'il est prêt, on le fait fermenter dans une cuve fermée ici, une deuxième fois pour produire cette fois-ci de l'alcool et plus l'acidité. Et après, on le met dans des fûts. Le fût est là. Dans des fûts et mise en canette ici nous-mêmes. On remplit les canettes nous-mêmes et on a un canular, une encaneuse qui ferme les cachets ici. Ouais, c'est génial. Pas vraiment du thé sucré basique. Et après, on fait fermenter avec nos différentes techniques et bim, même la mise en canette, on fait nous-mêmes. Je m'attendais pas à ce que vous fassiez la mise en canette aussi vous-même, mais du coup, vous avez des fournisseurs qui vous donnent les canettes. Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là? Je sais pas comment poser ma question. En fait, du coup, les canettes, on les achète pas très loin, ça vient de Fleurus. En fait, c'est quelqu'un qui vend qui vend des canettes vides avec les couvercles. Ouais. Ça arrive sous cette forme. Vu que c'est toujours des petits volumes, on achète 300 canettes. Et on est toujours un peu en phase de test, du coup, on voit un peu comment le produit réagit aussi en canette, combien de temps. Donc on est toujours un peu dans la recherche. Mais voilà, pour l'instant il n'y a pas de design non plus, parce que le design est toujours en cours de création. Mais voilà, on a une canette sans couvert, on remplit ici, ça purge avec du CO2 pour qu'il n'y ait que du CO2 et pas de l'oxygène, ça évite l'oxydation.
on met un couvercle, voilà. Ouais, comme ça. Et après, hop, on met la machine. Ça ferme. Et pourquoi des canettes et pas genre d'autres bouteilles, genre comme Squeezie, des bouteilles en verre? Déjà, une bouteille en verre, le coût est plus cher. Et l'aluminium, c'est 100% recyclable. Après, vous allez dire le verre aussi, mais ça demande un budget plus. Il faut récupérer déjà les bouteilles. Les nettoyer. Soit tu peux les réutiliser, mais nettoyer, mais ça, c'est un investissement de malade parce qu'il y en a qui s'amusent à mettre les capsules à l'intérieur. Du coup, il faut retrouver ou des pierres, ou des mégots de cigarettes. Donc, c'est un investissement à notre échelle, on ne pourrait pas se permettre. Et même des grandes entreprises, avant d'avoir ce concept de consigne et de nettoyage, il y a quelques années, voire parce que c'est un investissement et pour l'instant, dans notre microbrasserie, le plus éco-responsable et le plus pratique pour nous, c'est ça, quoi. Et aussi pour le côté canette, il y avait aussi, mais le kombucha classique, il se vend généralement beaucoup dans ces sortes de bouteilles en verre. Et ça nous permet aussi de nous démarquer en montrant qu'on n'est pas un kombucha classique et qu'on se démarque en vendant un kombucha alcoolisé et en vendant autre chose que les gens vont associer un peu à c'est une sorte de petite bouteille comme Squeezie ou quoi, des petites bouteilles en verre un peu style pharmacie et tout ça. Parce qu'au départ, le kombucha ça a des bienfaits pour la santé. Nous, comme on pasteurise tous ces bienfaits, on les promouvoit pas parce qu'en fait ça n'existe pas. Et surtout c'est de l'alcool, donc c'est de on va pas l'alcool, dire du coup, boire de l'alcool c'est bon pour la santé. Ouais, c'est ça. Du coup on a décidé de les pasteuriser et ça nous permet aussi, comme on a dit, comme Victor a dit, le côté écologique, le côté frais et aussi pour se permettre de se démarquer des kombucha classiques. Et surtout lors de soirées, c'est aussi plus simple pour les personnes qui vont vendre. C'est plus simple d'avoir moins dangereux parce que d'avoir une canette que une bouteille en verre. Souvent les bouteilles en verre en soirée sont interdites. Tu peux pas te balader avec une bouteille en verre. Tandis qu'une canette, rien ne t'empêche de te balader avec ta petite canette ou alors même en l'heure de près, c'est plus simple, c'est plus moderne, c'est plus dans l'air du temps. Voilà. Et je reviens sur la fabrication, mais le thé, c'est quoi comme thé? C'est du thé noir. En fait, le thé il sert surtout à... il donne un petit goût bien sûr, mais c'est surtout pour nourrir la mer, le SCOBY. Okay. Ça mange le sucre et la théine dans le thé. J'avais une question, parce que du coup, ça fait quand même plaisir de voir que tout ce qui est dans la mini-brasserie, ça vient quand même, que ce soit de Fleurus, c'est vraiment très local. Pourquoi c'est important pour vous d'être aussi écologique et de penser à la durabilité ? C'est une très bonne question. Comme j'ai expliqué, moi, vu mes études, j'ai toujours un petit rapport à la durabilité et tout ça, travailler en circuit court. On sait que c'est dans l'air du temps. Beaucoup de gens maintenant essaient de manger local, boire local. C'est vraiment quelque chose, je pense. On a été sensibilisés. Voilà, la transition vers quelque chose de toutes les entreprises vers la durabilité est importante parce qu'il y a beaucoup dans les futures années au point de vue de la législation en Europe, il y a beaucoup de lois qui vont arriver pour justement contrôler les entreprises sur le côté durable. Du coup, c'est important d'être déjà dès le départ prêt pour cette transition environnementale et durable. Oui, vu qu'on est encore assez jeune, on a grandi on a été fort sensibilisés étant plus jeune et on a grandi dans certains contextes qui font que c'est un truc qui nous touche. Et même au début, on voulait faire que des fruits de saison. Et après, des fois, c'est compliqué on veut faire qu'avec des fruits de saison, mais on est en Belgique. Par rapport à ce qu'il y a sur le marché, fruits du dragon, même du citron, il n'y a pas de citron en Belgique. Ouais. On va pas faire que pommes, poires. On évite limité. Après, il y en a toujours. Les framboises, ça va. Hein. Les framboises, il y en a beaucoup qui ont. Et après, ça se congèle bien. Donc, oui, mais ça c'est possible. Mais du coup, si on a juste pommes, poires, framboises, on va vite être limité. Ouais. Je sais pas si tu as envie de boire toujours un truc à la poire, alors que, il y a par exemple un yuzu, c'est nouveau, ça a l'air, j'ai envie de goûter. Donc il faut trouver un équilibre entre ce qui est proche et ce qui est aussi. Plutôt le côté l'entrepreneur, il faut gagner un peu d'argent, donc il faut des produits qui donnent envie. Donc des fois c'est un peu compliqué,
on aimerait faire certaines choses, mais on voit que c'est pas possible. Après, le thé, par exemple, on se dirait qu'il n'y en a pas en Belgique, mais on sait qu'il y en a des producteurs en Belgique et en Flandre. Donc il y a plusieurs possibilités, il y a toujours des petits plans B à trouver pour être plus responsable et durable. Ok. Et on m'a déjà dit que les fruits, ce serait peut-être pour un futur projet un petit peu plus tard. Est-ce que vous pensez que ce sera le seul élément du coup qui serait exporté d'autres pays dans tout ce qui concerne la fabrication du kombucha? Là, il y a l'eau, c'est l'eau ici en Belgique. Le thé, j'ai déjà, pour l'instant, on fournit du thé classique, mais j'ai déjà fait des recherches pour un producteur soit en Belgique, du côté flamand, ou voire aux Pays-Bas, donc c'est pas très loin. Et le sucre, on a la betterave, donc c'est un peu les trucs principaux du kombucha. Et après, les arômes, pour l'instant, ça vient de France, donc c'est pas si loin que ça. Et après, il y a déjà des importateurs de fruits en Belgique, mais voilà quoi. Pour les fruits qu'on utilise, la framboise, on en a en Belgique. Pêche, on peut trouver pas très loin. Citron vert, Espagne, Portugal. voilà, c'est pas encore en dehors de l'Europe. Et notre dernier goût, le classique, c'est français. Le classique, oui, le classique, c'est vrai. Ou sinon, on a d'autres goûts, mais on essaie toujours que ce soit au moins en Europe, quoi. Et si c'est pas, on aimerait bien faire aussi, toujours avec des fruits différents, mais ce serait un peu des éditions limitées. On fait autant de litres, et après tu les verras plus, ou alors il faudra attendre un bon moment, mais voilà. Ouais, c'est des super idées. Pour les gars comprendre la question, qu'est-ce que j'ai écrit maintenant? C'était quoi les difficultés et les facilités de production? Pour être responsable et le plus belge possible. Ah ouais. Déjà, notre premier gros défi, c'est que nous, on a encore taille humaine, on n'est que 2 à produire, donc c'est des petits volumes. Vraiment, ouais, c'est ça. Ça augmente déjà fortement les prix, et en plus, c'est un peu aussi ce qui est embêtant, c'est que quand tu achètes local, pour certains trucs, c'est beaucoup plus cher. Par exemple, tout ce qui est matériel de fermentation, ça, si on achète en Belgique, c'est 8 fois le prix, 8 fois. Donc une cuve comme ça c'est presque 1 000 €, alors qu'on achète par exemple, là malheureusement ça vient d'Italie, pas encore très loin, mais c'est 8 fois moins cher, quoi. Donc étant étudiant, le budget a quand même de l'importance. On ne peut pas se permettre on s'autofinance. Ouais, c'est ça. Bon, pour l'instant, on est purement en autofinancement. On a vraiment pris de nos épargnes et on travaille avec des jobs étudiants, et généralement toute la paye du travail étudiant, ou en tout cas une grosse partie, part dans l'entreprise. Du coup, voilà. En Belgique, c'est plus compliqué aussi de négocier. Avec certaines, en tout cas ceux qu'on a trouvés, c'était un peu plus compliqué. Moi j'ai direct des noms. Il n'y a même pas une tentative de on est étudiant. À part par exemple avec la personne de Fleurus, ça j'ai pu. Il a été très ouvert, notre projet est très intéressé. Donc ça on a pu avoir des petits prix, mais c'est un peu plus compliqué que aux Pays-Bas. Déjà ils sont déjà plus ouverts. Voilà. Et sinon, pour se fournir, vu qu'on a quand même pas mal de produits, comme du sucre, c'est assez simple, l'eau, il y a juste le thé. Ça, le thé pour l'instant c'est dans les grandes surfaces, mais ça c'est bon, voilà, c'est des facilités en soi parce que ça vient de grandes surfaces belges, mais après le thé, en lui-même, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il a été fabriqué. Du coup, ça c'est un peu le flou. Mais on a déjà des pistes. En fait, on a déjà des pistes quand on aura un certain volume. On sait déjà où est-ce qu'on va pouvoir aller en Belgique pour avoir un thé belge. Du coup, vous avez déjà des plans pour avoir un impact vraiment le plus minime qui soit. Oui, c'est ça. Ici, c'est comme Victor l'a dit, c'est vraiment juste le budget qui est un gros problème. Dès que l'entreprise pourra suffire, deviendra vraiment autonome et deviendra plus dépendante de nos revenus personnels, on pourra améliorer la qualité de notre produit. Ouais, c'est ça. Déjà une qualité, on est très content, mais on sait qu'on peut s'améliorer sur plusieurs points, comme par exemple les arômes naturels, ce serait mieux d'utiliser que des fruits, mais à niveau technique c'est plus compliqué, il faut encore faire un achat, il faut filtrer après, parce que tu ne vas pas laisser les fruits à l'intérieur, les taux de sucre qui varient, donc c'est encore des trucs un peu compliqués, et à côté de ça, on a notre job étudiant, on a nos études, donc on essaie quand même de faire par rapport à notre vie sur le côté, mais on sait que c'est des points, les arômes, on peut remplacer par des fruits, le thé remplacé par... ça ne demande pas énormément, on a déjà des pistes, on le sait déjà, mais là on attend de grandir un petit peu
et d'avoir une base un peu plus solide pour encore augmenter d'un cran la qualité du produit. Ok. T'as d'autres questions à poser? La mère du kombucha, vous l'avez faite? Ou enfin, genre, c'est vous l'avez eu? Ouais, mais ça c'est un peu, ça se transmet un peu. Ouais, genre, ça se fait comment? Je t'avoue que je pourrais pas dire comment ça s'est fait parce que vraiment ça se donne. Un jour ça a apparu et après ça se transmet de personne en personne. Non, vraiment, moi je l'ai eu d'une personne, qui l'a eu d'une personne, qui l'a eu d'une personne. Mais après, c'est mon avis, tu pourrais essayer de le faire en faisant juste ton thé. Et après, faut tomber sur une bonne bactérie, quoi. Sans avoir de contamination, mais ouais. C'est ça qui est beau. Dire comment ça s'est créé, comment la symbiose, c'est un peu comme comment on a créé une espèce, c'est un peu compliqué. Genre cette symbiose s'est faite, mais comment elle s'est créée là tout bas, ça je peux pas te dire. Mais nous on l'a eu d'une personne qui l'a eu. Et après il faut l'entretenir. Ouais. C'est un être vivant quoi. Mais comment elle s'est formée, c'est peut-être une bactérie c'est juste une bactérie qui produit un déchet. Ce déchet, c'est une autre bactérie se nourrit de ce déchet et ainsi de suite. Et donc c'est comme ça quoi. C'est comme tu m'apportes, c'est une symbiose, tu m'apportes quelque chose, moi je peux le réutiliser, je fais autre chose, parce que je produis de l'acide, toi tu manges, tu t'aimes bien dans les milieux acides, et du coup ils vivent ensemble quoi. Mais le principe c'est, il y en a qui produisent de l'acide acétique, il y en a qui produisent de l'alcool, il y en a qui mangent cet alcool pour produire encore de l'acide, et donc ça fait un peu un petit cercle. Voilà. Je pense que j'ai plus de questions. Franchement, c'était chouette. Ah si, j'en ai une dernière. Les canettes, j'ai envie de revenir dessus parce que je regarde celle-là depuis tout à l'heure. Elles sont 100% recyclables. Mais en fait, une canette, c'est de base, c'est de l'aluminium. Du coup, une canette en soi est toujours 100% recyclable. Ça, c'est un argument pour lequel on utilise les canettes, comme on l'a dit. Mais ça, c'est un fait, les canettes sont 100%. D'ailleurs, je ne sais plus quelle marque, mais le marque toujours en petit derrière, 100% recyclable. Généralement, quand on regarde l'arrière des canettes, c'est toujours marqué. Après, je pense que nous, on nous avait dit justement que genre les canettes, vu que du coup ils doivent mettre un truc à l'intérieur, c'est plus du tout genre. Et le fait que ce soit de l'alimentaire aussi, ils peuvent pas recycler non plus pour refaire de l'alimentaire. Donc c'est recyclable. Mais d'un autre côté, c'est pas tant recyclable parce que c'est un mélange avec un produit qui fait que du coup c'est plus de l'aluminium pur et que pour certains trucs on peut plus réutiliser du coup. Et aussi c'est très fin. C'est très fin l'aluminium en canette, donc il y a la possibilité que c'est pas réutilisé. Après j'ai pas très bien écouté. Je me rappelle. Peut-être couper ça à la fin. J'ai pas très bien écouté. Non mais. On va peut-être couper cette partie. Il y a une. Ouais, vu que c'est de l'alimentaire, ils sont obligés. Il y a une petite. Et du coup, c'est réutilisable, mais pas pour tout. Ouais, peut-être, ouais. Je pense pas qu'ils réutilisent vraiment. Ah si, mais peut-être pour, je sais pas, pour faire une coupe de téléphone, peut-être que c'est possible. C'est ça, on a lu. On m'avait parlé, mais j'ai oublié. Mais peut-être pas pour la ligne. Le mieux, ce serait le verre, mais alors c'est autre chose. Ouais. Et moi, en pratique, vous l'avez dit, dans les soirées, dans l'utilisation en général, les canettes, c'est plus facile. C'est pour ça qu'il faut toujours un peu le pour et le contre. On aimerait bien faire des choses, mais après, dans le concret, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut toujours un peu faire la balance et voir ce qui est vraiment possible. Mais franchement, le produit, comme vous nous l'avez présenté, on trouve que dans la mesure de ce qui est possible, il est déjà vraiment super, que ce soit les canettes, le fait que vous le fassiez vraiment. Je sais pas c'est la maison de qui. Chez mes parents. Mais en tout cas, le fait que ça fait vraiment très localement, c'est déjà super chouette et on vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. C'était vraiment gentil. Je coupe. Coucou, du coup avec Olivia. On revient de notre interview avec les deux personnes qui s'occupent de diriger Coma et c'était vraiment une super interview. Ça s'est vraiment super bien passé, on a posé toutes les questions qu'on avait à poser. Maintenant la prochaine étape c'est d'aller voir les fournisseurs et bien sûr on vous tient au courant de tout. À une prochaine fois. Malheureusement, nous n'avons pu nous rendre chez aucun des fournisseurs car pour ce qui est de l'eau, eh bien, c'est celle qu'ils trouvent en magasin et c'est la même chose pour le thé et pour le sucre pour le moment. Et la personne qui leur fournit les canettes, nous lui avons envoyé un mail mais il n'a pas voulu nous recevoir car il disait que ça ne nous servirait à rien étant donné que ce n'est pas lui qui construit qui crée ses propres canettes, ce que nous avons respecté. En tout cas, nous avons eu le plus gros du cycle de vie de cette boisson et nous avons même pu en goûter et c'était super bon. Merci d'avoir suivi notre enquête et notre vidéo et on vous fait de gros bisous.